Bienvenue dans ce webinaire Ninja One. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de rentrée qui sera consacré à la nouvelle version de Ninja One 6.0. J'espère que votre mois de septembre se passe bien. C'est la première fois depuis un petit moment qu'on organise un webinaire en matinée plutôt qu'en après-midi. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous préférez. Comme ça, on pourra s'adapter sur les prochains. Alors, je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One pour le marché français et aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'être accompagné par mes deux collègues. D'abord, York, qui est Product Marketing Manager chez Ninja One, qui travaille aussi toujours beaucoup sur ses webinars. Et aujourd'hui, il va vous présenter Ninja One 6.0, ses fonctionnalités actuelles et faire un peu un tour d'horizon. Et ensuite, on aura Mustapha, qui est Senior Solution Engineer chez Ninja One, qui sera notre expert du jour, qui va partager son écran et faire une démonstration technique de toutes les nouvelles fonctionnalités de Ninja One 6.0. Alors, comme d'habitude, on sera ravi de lire vos avis dans les commentaires sur le chat. Mais si vous avez des questions, on vous encourage à utiliser la fonction Q&A de Zoom. Comme ça, on va en louper aucune et on pourra y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Et comme pour rendre cette session un peu interactive, comme lors des précédents webinaires, on a prévu quelques sondages pour avoir votre avis. Euh, et, 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 euh, et bien sûr, je vois qu'il y a les noms des personnes qui sont habituées dans le chat. Aujourd'hui, sur les précédents webinaires, on aura un tirage au sort avec une carte cadeau de 100 euros à gagner à la fin du webinaire. Donc, il faut bien rester jusqu'à la fin. Et pour info, ce webinaire, comme les autres aussi, sera enregistré et on pourra vous envoyer la vidéo dans les prochains jours. Alors, sans plus attendre, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Ninja One, alors on est comme ça le présente, on est une solution de gestion des terminaux. Donc, on a été créé en 2013. L'objectif, c'était vraiment d'automatiser les tâches un peu les plus complexes de la gestion informatique. 2 ans plus tard, notre produit a été lancé sur le marché et aujourd'hui, on compte un peu plus de 17 000 clients dans le monde entier. Donc voici sur cette slide quelques chiffres sur Ninja One. Vous pouvez voir que notre priorité, c'est vraiment la satisfaction client. Donc on a un score de satisfaction moyen de 98%, une disponibilité de plus de 99,9%, un temps moyen de réponse 30 minutes environ. Et notre support et tout l'onboarding à notre plateforme, ils sont gratuits, illimités et en français. Et enfin, on est toujours plutôt bien placé dans les plateformes d'avis comme G2. On a été notamment classé comme solution numéro un pour tout ce qui est gestion des terminaux, gestion des correctifs et RMM, entre autres catégories. Donc voilà, bon, la question pour avoir ces petites étoiles, c'est comment on fait. Alors, rapide tour d'horizon de notre plateforme. Je vais vous expliquer un peu comment elle fonctionne. D'abord, Ninja One, c'est une solution qui est basée sur le cloud et qui fonctionne grâce à des agents installés sur chaque appareil surveillé. Donc, on va avoir tout un tas de fonctionnalités autour de la gestion informatique. Donc, ça va inclure la gestion des correctifs, aussi bien des systèmes d'exploitation Mac, Linux, Windows, mais également des correctifs tierces. On fait du déploiement de logiciels. Euh, on fait de la surveillance d'infrastructure, y compris les serveurs et les périphériques réseau. On a une bibliothèque de scripts pour permettre tout un tas d'automatisation et ça va notamment être un sujet aujourd'hui assez important. À côté de ça, on a des modules d'accès à distance, de la sauvegarde, sujet important aussi aujourd'hui, et on s'intègre avec des partenaires d'antivirus et EDR comme CrowdStrike, SentinelOne ou Bitdefender. Donc voilà pour la solution. Aujourd'hui, on se parle de Ninja One. D'ailleurs, un petit point sur le calendrier de déploiement de Ninja One. Vous savez qu'on est une entreprise internationale, on a un calendrier de déploiement progressif. Sachez que pour le marché européen, Ninja One 6.0 sera disponible le 25, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, demain. Euh, Allez, c'est parti, on peut rentrer dans le vif du sujet avec l'agenda du jour. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les sujets, mes collègues le feront mieux que moi. Euh, Mais aujourd'hui, on va du coup se parler de sauvegarde. Vous allez voir avec une mise à jour qui va permettre une gestion plus facile, plus de flexibilité, plus d'efficacité. On va aussi parler aujourd'hui de documentation, notamment avec 8 nouvelles fonctionnalités qui vont alimenter et enrichir la documentation intégrée à Ninja One.
Et vous le savez sans doute, et comme je l'ai mentionné dans l'introduction, on a une bibliothèque de scripts pour automatiser tout un tas de choses sur vos parcs. Et bien celle-ci va être aussi mise à jour. Et enfin, on finira avec le suivi de la garantie qui a été ajoutée à notre plateforme. Et sur ce, je vais passer la main à York pour entrer dans le détail de toutes ces nouveautés. Je vous souhaite un bon webinar et du coup, on se retrouve à la fin pour le fameux tirage au sort. York, je te Oui. passe la main. Merci Morgan pour la petite introduction, comme toujours. Très bien. Donc aujourd'hui, on veut faire un peu plus de sondage que d'habitude. Donc on va utiliser, bon, à l'occasion, on va faire un peu de recherche du marché, on va dire. Si tu peux tout de suite lancer le premier sondage, Morgan, et vous pouvez déjà répondre aux petites questions. Et moi, je me lance dans ma présentation. Donc, cette nouvelle version de Ninja est importante pour nous parce que on a lancé ou on est en train de lancer la nouvelle version de notre sauvegarde, de notre outil sauvegarde, et on est super content. Donc, maintenant, il y a des améliorations importantes sur le point sécurité et sur le point facilité de prise en main. Donc surtout, il y a plus de flexibilité sur les plans de sauvegarde et c'est devenu plus efficace, plus rapide parce que maintenant on a la technologie déduplication. Donc dans les backups, incremental backup, pour éviter que il y a trop de, comment on dit ça en français, trop de overlap entre les blocs de sauvegarde. Et après, une autre technologie qu'on est en train d'introduire pour le backup, c'est le backup, la sauvegarde sans chaîne. Voilà, ça aussi, ça rend notre backup en image ou notre backup en général plus efficace. Et comme vous le savez, la sauvegarde Ninja est bien ancrée dans la solution Ninja, donc vous profitez toujours de la plateforme Ninja avec son interface facile à utiliser. Et voilà, les avantages, c'est un renforcement de la sécurité. Ça, c'est le prochain point important. Donc, on a déduplication, backup sans chaîne et les backups, les sauvegardes d'images inaltérables. Donc, immutable en anglais, inaltérable en français. Et voilà, donc tout ça, ça permet d'améliorer évidemment le backup. Et maintenant, on peut même arrêter notre petit sondage et juste, vous voyez, bon, on a aujourd'hui une bonne partie des participants sont des clients, donc c'est pas très étonnant parce que évidemment, si on fait un webinaire sur une nouvelle version de Ninja, ça intéresse surtout les partenaires déjà. Bon, on a une bonne partie qui est intéressée ou qui est en train d'évaluer notre backup. Bon, ça fait plaisir. Donc, dans la partie technique de Mustapha, après, on va aller. Bon, ça fera une bonne partie de notre démo technique, le backup. Et voilà. Donc, et on a quelques 10% qui sont déjà en train d'utiliser le backup de Ninja. C'est parfait. Et maintenant, on peut tout de suite lancer le prochain sondage. Juste, on est intéressé dans le prochain sondage. Vous pouvez sélectionner les fonctions qui sont les plus importantes pour vous. Voilà, donc je répète, il y a 10 nouvelles fonctionnalités en tout sur la sauvegarde. Je ne vais pas tous les nommer maintenant. Je pense que c'est pas très intéressant, mais les fonctions principales, sauvegarde inaltérable. euh, Une autre fonction super intéressante, c'est la possibilité de monter les images dans le cloud, en anglais cloud mounting. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet en fait maintenant de monter l'image dans le cloud et de récupérer juste un fichier, par exemple, et de le mettre ce fichier directement sur le PC de l'utilisateur ou sur le PC de mon client, par exemple. Donc ça, c'est une grande amélioration dans notre backup parce que avant
les utilisateurs de Ninja étaient obligés de télécharger tout le backup et de récupérer les fichiers après. Donc ça, c'était moins pratique, évidemment. Donc on est très content de cette nouvelle fonction. Et il y a aussi des améliorations sur le déploiement multi-agent, juste pour rendre le déploiement du backup aussi plus efficace. Voilà, donc là, en parallèle, pendant que je parle, je vois les résultats du sondage. On va les partager. Et bon, ça, c'est un petit peu ce que j'ai entendu aussi. En fait, l'immuabilité ou la sauvegarde inaltérable, c'est le numéro un, c'est le plus important pour vous, et la possibilité de monter dans le cloud. Ça, j'aurais deviné que voilà, donc ça, c'est très proche des résultats aussi qu'on a eu en Allemagne d'ailleurs. Voilà, c'est bien, ça nous confirme aussi dans notre vision du marché. Et voilà, maintenant, un deuxième module qu'on a amélioré beaucoup, c'est la documentation. Donc là, on a maintenant, vous connaissez bien sûr le marché, il y a d'autres fournisseurs comme IT Glue par exemple, on est intégré aussi avec IT Glue ou Odoo qui a été acheté par ConnectWise. Et maintenant, avec les nouvelles fonctions, on est vraiment au même niveau que ces deux fournisseurs. Mais évidemment, vous avez l'avantage d'avoir la documentation directement dans Ninja. Et si vous êtes une société d'infogérance, un prestataire de service, vous avez toujours trois licences incluses dans votre offre, en fait. Donc, pour ceux qui sont MSP, maintenant, ça vaut la peine de regarder la documentation de plus près parce que je pense que ça peut faciliter votre travail. C'est quoi les quelques nouvelles fonctions importantes? Et là, d'ailleurs, on peut lancer aussi notre petit sondage sur la documentation, là, juste pour avoir une idée qui utilise déjà. Voilà. Bon, il y a un peu plus d'utilisateurs que sur le backup, sur la documentation. C'est intéressant. OK. Voilà. Et il y a pas mal de gens en évaluation. Bon, ça fait plaisir. Voilà, donc la documentation, et ce qui est bien dans Ninja aussi, c'est la documentation, elle est très flexible, vous pouvez vraiment customiser tout, et vous pouvez aussi interagir avec la documentation à travers des scripts PowerShell, par exemple. Et maintenant, comme Morgan a expliqué aussi, bon, nous, on développe de plus en plus de scripts nous-mêmes, et voilà. Donc, moi, j'espère aussi que nos collègues vont aussi développer des scripts dédié à la documentation. Mais c'est quoi les nouvelles fonctions? Bon, par exemple, exportation au format PDF ou dans des runbooks. Donc là, par exemple, tous les documents templates que j'ai créés, par exemple, je peux les joindre dans un runbook et les distribuer à un nouveau collègue, par exemple, pour qu'il puisse euh, se met- euh, se mettre, euh, se mettre à niveau de toutes les fonctions et de tous les produits, par exemple, quand il commence son travail. Après, il y a aussi un liste de contrôle ou en anglais checklist. Donc ça, c'est bien pour la gestion de projet, par exemple, ou pour l'onboarding d'un nouveau PC, où on peut cocher des cases après avoir terminé une tâche, par exemple. Et maintenant, on peut aussi donner, assigner des personnes. Donc, par exemple, Morgan va faire la tâche 1, il va créer le compte Office 365. Et après, Mustapha va voilà, installer toutes les applications. Ou voilà. Après, on peut faire la gestion de projet maintenant à la base de ces checklists, listes de contrôle. Et aussi, on peut stocker des codes TOTP, donc time-based one-time password, voilà. Donc juste des mots de passe pour un usage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans la démo technique
de Mustapha dans la suite. Et là, on peut même... bon, déjà, je vous partage les résultats. Là, vous voyez qui utilise... 25% des participants aujourd'hui utilisent déjà la documentation. 47% sont en train d'évaluation. Et voilà, 29% ne sont pas forcément intéressés dans l'immédiat dans la documentation. Bah, si vous pouvez voter rapidement sur les fonctions aussi, ce qui est le plus important pour vous. Donc Morgan, je te laisse lancer le deuxième sondage par rapport à la documentation. Et moi, je continue. Et voilà, comme Morgan a mentionné dans l'introduction, on a cette équipe maintenant, et là, je pense que c'est unique sur le marché. Nos concurrents ne proposent pas vraiment ce service. Donc, on a vraiment une équipe dédiée qui développe des scripts PowerShell pour vous, qui écoute, qui est toujours à l'écoute de la communauté pour avoir des idées, et qui maintient aussi les scripts quand ils ne marchent plus, par exemple. Donc, si vous utilisez les scripts templates de Ninja et ça fonctionne pas, bon, vous pouvez faire appel à notre support, à notre équipe d'ingénieurs de solutions, comme Mustapha, par exemple, pour le faire marcher. Et là, ça serait intéressant de savoir aussi, euh, ça serait intéressant de savoir combien de personnes ici utilisent des scripts PowerShell. Si tu peux lancer le sondage sur l'automatisation, Morgan, s'il te plaît. Donc, vous pouvez répondre à quel intervalle, si vous utilisez des scripts PowerShell souvent. Bon, je vous laisse répondre un petit peu. Donc, par exemple, dans cette nouvelle version de Ninja, on a ajouté 26 nouveaux scripts dans la bibliothèque de templates et on a amélioré 17 scripts et on a ajouté, par exemple, des variables dynamiques pour pour les formulaires de script quand vous les exécutez. Et voilà. On voit, vous répondez encore. OK. Bon, on voit que les gens utilisent quand même souvent des scripts. Et évidemment, si vous utilisez nos scripts à nous, vous n'êtes pas obligé de faire les scripts vous-même. Vous pouvez vraiment utiliser notre bibliothèque pour automatiser des tâches spécifiques, répétitives, etc. Et toutes les idées des scripts viennent vraiment de notre communauté. Donc, vous pouvez vraiment utiliser nos ressources sur ce domaine. Et d'ailleurs, si ça m'intéresse aussi, si vous voulez, parce que on pensait faire un webinaire sur notre bibliothèque de scripts et comment on peut les utiliser, si ça vous intéresse, bon, faites peut-être un petit message dans le chat. Et là, sur le plan automatisation, dans la nouvelle version de Ninja, maintenant, il est possible aussi que l'utilisateur final utilise ou lance des automatisations que vous mettez à disposition via le Systray. Donc ça peut être super intéressant pour que, par exemple, un utilisateur puisse déployer un logiciel, par exemple, ou faire un check sur la connexion Internet ou ce genre de choses. Et voilà, donc maintenant, vous pouvez mettre à disposition ces scripts et il y a plusieurs exemples où vraiment un utilisateur final peut s'aider, il devient plus autonome et bon, Mustapha va montrer aussi quelques exemples sur ce sujet. Et voilà, maintenant, en fait, pardon, on va passer à la démonstration technique. Donc, on a encore une bonne 25 minutes.
pour la démo technique. Donc, si vous avez des questions techniques, un petit rappel, mettez dans la fonction Q&A euh, pour que nous puissions suivre plus facilement. Et sinon, bon, je te laisse la parole, Mustapha, pour Bonjour tout le partager monde, ton merci. écran. Merci York, merci Morgan. Donc, je vais automatiquement partager mon écran. Tu peux me dire si tout est bon. C'est bon. Très bien. Donc, je vais mettre aussi bon, les notes pour les éléments à montrer. On sait bien que le produit aujourd'hui, il est assez énorme. Donc, des fois, on a des fonctionnalités qui sont moins récentes que la 6.0 et pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Donc, pour bien me guider, je vais laisser les points que York a mentionnés, donc pour bien euh, montrer vraiment seulement la release de la 6.0. Donc pour commencer, nous allons commencer par le backup. Donc nous avons fait une refonte, disons, entière de notre technologie backup. Donc bien sûr, euh, York a mentionné les aspects, les piliers sur lesquels nous avons donc euh, fait priorité et un grand appui pour améliorer la qualité de backup et plus de flexibilité. Donc, pour vous montrer ça tout simplement, donc, nous allons, nous avons maintenant la fonctionnalité, une nouvelle euh, partie sauvegarde donc, sur les stratégies. Comme vous pouvez voir devant vous, donc nous avons maintenant nous avons séparé la sauvegarde image de la sauvegarde fichier dossier juste parce que donc nous avons dans la tête deux plans différents. Bien sûr, pour la sauvegarde, la destination sauvegarde est toujours donc un choix, donc que ce soit faire sur le cloud uniquement, ça va être sur un cloud AWS qui est donc notre espace de stockage où on peut faire donc les sauvegardes. C'est directement à travers Ninja et ou bien sur le local. Et donc, si on parle de serveur NAS, donc ça va être sur vos serveurs. Et donc, bien sûr, la limitation donc de stockage, ça va être votre responsabilité, pardon, de définir comme donc la quantité donc à fournir. Et, ou bien l'hybride, et c'est une fonctionnalité où on peut faire une image ou bien une sauvegarde sur le local, sur votre serveur et immédiatement sur notre cloud. Et c'est la fonction la plus donc, sûre et la plus sécurisée. Nous avons ajouté un calendrier, donc maintenant on peut décider, bien sûr, quand est-ce qu'on veut faire notre plan de sauvegarde. Ici, on va configurer le plan de sauvegarde pour une stratégie que nous allons après définir sur un ensemble de machines, de workstation, que ce soit une sauvegarde donc quotidienne, hebdomadaire ou bien même mensuelle. On choisit donc bien sûr, par exemple, quotidien. On peut exclure les week-ends donc du plan de sauvegarde. On veut pas donc gaspiller ou bien utiliser donc le stockage pour des jours donc, qui n'ont rien changé. Après, nous avons rajouté toute une partie pour la conservation des données. Et là, on peut spécifier donc la durée de conservation des sauvegardes. Une fois qu'on a défini donc le calendrier, on passe directement à la conservation. Et là, on peut donc conserver la sauvegarde, commençons donc par exemple, on peut conserver quotidiennement pendant X jours, donc 45 jours par exemple d'une version quotidienne. Ensuite, on peut conserver chaque semaine jusqu'à 24 semaines. Et bien sûr, une fois, donc on peut faire ça donc chaque mois par exemple jusqu'à ce que la limite de X mois, donc disons jusqu'à 12 mois, soit atteinte. Donc c'est bien pour optimiser, pour bien avoir plus de limites, plus donc de rétention de données, et ça peut aller jusqu'au donc plusieurs années en fait, et là ça peut en fait nous avons une limite avant pour dans la version précédente de notre backup qu'on ne peut pas donc dépasser certains nombres de mois à conserver les données, mais maintenant cette limitation a été bien enlevée. Et bien sûr, donc c'est l'une des fonctionnalités donc
conservation qui est très importante. L'exclusion de volume, maintenant on peut exclure, on parle bien sûr de sauvegarde image, et là on peut donc exclure tout un volume, donc ou bien un path, on peut même exclure un disque amovible de la sauvegarde image. Nous avons toujours les options d'alimentation qui sont donc sur notre plan, comme par exemple empêcher la mise à jour, la mise en veille, pardon, des appareils. Donc, ton- si jamais l'appareil est en veille, on peut tenter de réveiller cet appareil et on peut donc exécuter le plan immédiatement si jamais cet appareil n'a pas pu réaliser le plan de sauvegarde. Donc, si jamais l'appareil est hors tension ou bien a raté la sauvegarde pour une raison ou une autre, dès qu'elle sera en ligne, et dès qu'elle aura donc euh, les points donc nécessaires, elle fera la sauvegarde immédiatement. Nous avons rajouté aussi des automatisations qui peuvent s'exécuter avant et après le plan. Donc, comme par exemple, si on veut exécuter des automatisations de scan, ou bien de vérification de conditions. On peut donc les exécuter avant l'exécution de la sauvegarde. On peut rajouter ici, nous avons notre bibliothèque d'automatisation où on peut rajouter et puis sélectionner depuis cette liste qu'est-ce qu'on veut mettre ou bien donc une chaîne d'automatisation, donc exécuter du haut vers le bas. Et après, donc, notre sauvegarde, notre plan sauvegarde ne s'exécutera seulement si, après l'exécution de toutes ces automatisations. Bien sûr, ici, les cas d'utilisation sont bien énormes, mais donc, on veut juste vous montrer qu'on a la capacité de faire ce genre de manipulation. Après, on a l'option d'annuler la tâche de sauvegarde si jamais l'automatisation renvoie un code d'échec. Donc, si on a un problème d'exécuter ou bien dans le résultat des automatisations, peut-être vous désirez d'annuler la tâche de sauvegarde. Bien sûr, c'est tout à fait, euh, c'est à vous de décider ce genre d'action. Et bien sûr, donc ça c'est après le plan, pardon. Avant le plan, donc c'est la même chose pour les automatisations. On peut aussi marquer la tâche de sauvegarde comme ayant échoué si par exemple l'automatisation renvoie un code d'échec. Ou même on peut marquer la tâche de sauvegarde comme terminée avec un avertissement si l'automatisation renvoie un code d'échec. Donc ça reste des options donc d'automatisation qui peuvent contrôler le début et la fin donc de la sauvegarde. Voilà donc pour la sauvegarde image. Pour la sauvegarde fichier dossier, donc on a aussi fait quelques modifications, donc améliorations surtout. Donc, comme toujours, on peut décider donc sur le calendrier quotidien, hebdomadaire, mensuel, ou bien même toutes les 17 heures ou toutes les 17 minutes s'il le faut, hein. Les mêmes options d'alimentation. Maintenant, on a les révisions. On parle de révisions. On peut limiter les révisions jusqu'à un nombre spécifique et on peut supprimer les révisions antérieures à X nombre de jours. On peut aussi supprimer les fichiers qui sont supprimés localement et qui remontent à plus de X nombre de jours, comme on peut conserver la dernière révision des fichiers effacés localement. Les automatisations sont toujours présentes avant et après l'exécution du plan de sauvegarde. Et bien sûr, la destination de notre sauvegarde est toujours donc soit cloud uniquement, local uniquement, ou bien une version hybride. Et pour les paths, donc on peut choisir inclure des dossiers communs, exclure des dossiers communs, inclure par exemple un path spécifique pour un dossier exact, ou bien donc de même pour l'exclure. Ou on a donc par exemple tout ce qui est commun, on peut prendre tout un profil d'utilisateur ou bien un profil public pour la sauvegarde. On a donc plus d'options de filtres où on peut exclure donc des fichiers de la sauvegarde ou bien inclure seulement ces fichiers et on peut donc rajouter les filtres. On a ici donc les wildcards, on peut rajouter les extensions ou bien le masque de fichiers et ça va se rajouter directement. On a des options avancées. On peut voir donc aussi des extensions, ou bien pour les exclusions, ou bien donc l'inclusion. On peut désactiver donc l'exclusion ou bien l'inclusion automatiquement pour des exclusions, pour des extensions spécifiques. Et bien sûr, donc tout ça, c'est dans le plan de sauvegarde fichier dossier. Maintenant qu'on a défini notre plan, on peut aller directement sur nos machines. Nous avions
nous avons une option qui a été rajoutée aussi récemment, qui est la configuration du backup sur plusieurs machines. Avant, on devait donc euh, configurer le backup machine par machine sur l'organisation. Aujourd'hui, à partir de l'onglet appareil, on peut choisir donc des machines, donc quelques machines spécifiques, et on peut configurer directement activer la sauvegarde sur ces machines rapidement, au lieu donc d'aller sur l'organisation ou bien rechercher les machines. C'est utile, surtout si on parle de l'utilisation des groupes dynamiques. On n'a pas donc seulement la notion d'organisation, mais on parle donc de notion de groupe de machines où on veut appliquer des plans de sauvegarde spécifiques. Donc, à part ça, si on va sur notre tableau de bord, nous avons notre vue d'ensemble de sauvegarde. Bien sûr, on peut voir la quantité de stockage local sur cloud, donc combien on a utilisé, le nombre d'appareils, donc de postes de travail ou bien de serveurs qui sont concernés par la sauvegarde, et aussi les tâches d'aujourd'hui, donc tout ce qui a été succès, tout ce qui a donc retourné en avertissement, un échec ou bien qui est en cours d'exécution. Nous avons toujours aussi un tableau de bord pour les exécutions en cours et le taux d'utilisation par plan. On peut voir aussi l'historique des backups. Ici, donc, nous allons voir un exemple sur une organisation spécifique. Voilà, cette organisation, par exemple. Là, j'ai deux machines qui sont activées, qui ont des plans de backup. Sur cette machine, j'ai un plan de backup image. Je veux bien voir donc plus d'informations sur ce backup-là. J'ai cette machine. Je peux voir ici donc le type de backup, la destination, le statut qui est terminé et la taille de cette version de backup. Quand elle a commencé le 24 aujourd'hui le matin, qui a pris 21 minutes. Et donc, je veux aussi euh, rentrer en gestion de backup et je veux par exemple voir donc combien d'espace de stockage que j'ai utilisé. Donc là, ce plan-là, il a utilisé 27 gigas et je peux voir donc même l'espace de stockage de sauvegarde donc utilisé donc sur en général. Euh, je peux rentrer en détail, je peux voir donc les plans. J'ai deux partitions, deux volumes qui ont été euh, sauvegardés, la capacité de volume, le volume utilisé, la déduplication. Donc représente la quantité de stockage économisée par la déduplication de blocs de données identiques. On peut voir, par exemple, sur un plan de 108 gigas sur le cloud, on a pu économiser 50 gigas. Donc, après, en fin de compte, la capacité de volume, elle a descendu de 108 jusqu'à 49 gigas. Donc, ça, c'est pour optimiser et améliorer l'utilisation du stockage à travers la technologie donc, qu'on vient de lancer sur notre backup. Et là aussi, je peux rentrer en détail, je peux voir les versions, les différentes versions avec les données conservées et les données numérisées. Donc, je peux voir la quantité qui a été changée d'une version à une autre. Et là, je peux donc monter l'image sur le cloud directement et je peux accéder, comme l'a mentionné York tout à l'heure, je peux accéder sur tout mon plan backup. Je peux voir, donc voilà, j'ai un script spécifique que je veux télécharger ou bien je peux le restaurer. Je peux le télécharger sur ma machine directement ou bien le restaurer sur une autre machine peut-être que celle que j'utilise maintenant. Et donc je vais voir la machine, je peux donc choisir le path etc. Donc, je peux faire la restauration. Et là, on ne parle pas de restauration fichier dossier, mais d'image entière, qui avant était donc une image, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas faire. Donc, c'était vraiment euh, difficile à rentrer dedans. Maintenant, c'est tout à fait simple et facile. Donc, j'espère que j'ai couvert toutes les parties de notre backup. Donc, voilà par rapport à la version de backup. Donc, York, est-ce que je passe faire la documentation ou tu veux rajouter Oui, quelque chose? on peut faire peut-être le petit sondage sur les fonctions prévues du backup. Ça, là, ça serait intéressant d'avoir un retour aussi de la communauté. Morgan, si tu peux peut-être lancer le sondage. Voilà, bon là, ça fait beaucoup de fonctions. Est-ce que tu peux aller dans la roadmap publique, Mustapha, et juste montrer rapidement? Déjà, tu peux montrer la roadmap publique, comme ça tout le monde voit aussi cette possibilité pour ceux qui n'ont pas encore vu.
et juste parler un petit peu des fonctions backup qui sont prévues, qui sont dans Euh, planifiées, qui sont dans planifié. Voilà. ok. Donc, pour le backup, on a vraiment plusieurs choses Oui, qui oui. vont. Voilà. Donc, commençons par la suppression, donc data deletion timer. Donc, on peut définir un countdown qui va notifier les utilisateurs lorsqu'on a des fichiers ou bien des dossiers backup qui vont être supprimés en permanent. Euh, on a aussi donc la réauthentification des nodes. Donc ça, c'est aussi pour forcer de réauthentifier lorsqu'on veut supprimer donc une machine qui est sur Ninja qui a donc de la quantité backup utilisée. Euh, donc long-term archive backup storage. Donc ça, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc on va aller jusqu'à 7 ans de rétention de données. Donc par exemple, euh, on va même les dépasser, mais ça va être le premier milestone. Nous avons notre fonctionnalité SaaS Backup et ça, on peut faire donc le backup pour les solutions comme OneDrive, Exchange, donc Dropbox, etc. Donc Office 365, tout ça. Bon, déjà, ça, c'est presque fini. Donc, on peut utiliser les wildcards pour inclure et exclure donc les paths. Donc, on a déjà cette fonctionnalité, mais peut-être pour donc les fichiers dossiers, donc les plans de fichiers dossiers. Disaster Recovery, on peut faire booter l'image, donc backup, à partir du cloud. Et ça, donc, ça concerne plusieurs étapes. Donc, on a par exemple le pourcentage de serveurs qui vont être utilisés par ce service. Donc, on peut contrôler le nombre donc, de serveurs. On peut contrôler la connectivité. Donc, donc, toutes ces options, ils vont être inclus et configurable on bootait une image backup directement du cloud, mais non pas d'un média bootable. Donc plus d'options, plus de fonctionnalités sur le path du backup. Comme j'ai mentionné, on utilise maintenant une technologie qui est tellement rapide, donc on peut dire une amélioration de plus que 80% de la rapidité de notre backup. Et donc, on parle d'optimisation de ressources, optimisation de volume de stockage. Je pense que le sondage a été fini. Oui, oui, oui. Oui, c'est intéressant, les résultats. C'est pas trop différent du webinaire allemand que j'ai fait la semaine dernière, mais on voit, par exemple, en Allemagne, on avait en première place, on avait la sauvegarde SaaS, les sauvegardes de network share, partage réseau. Mais en France, là, par exemple, on voit les alertes des sauvegardes en échec, des défaillances de la sauvegarde, c'est en première place. Mais bon, c'est placé tant en Allemagne qu'en France, c'est placé haut. Bon, je vais partager ce retour avec notre product management. Et voilà, je pense que ça les intéresse de voir un petit peu un retour comme ça de plusieurs dizaines ou voire centaines de personnes si on prend les deux ensemble. Mais c'est bien, c'est bien. Super, merci beaucoup pour tout le monde qui a participé. Et peut-être là, on a deux, trois questions euh, déjà par rapport au backup. Par exemple, la restauration de machines fonctionnant sur les machines virtuelles et bien sur les machines physiques aussi. Oui, bon, c'était une question dans le Q&A. Je pense qu'on peut répondre avec oui, hein, Mustapha? Oui, Ouais. donc la restauration, j'essaie de trouver la question. Bon, tu peux me redire la question, juste pour vérifier? C'est à 11h31, ethos au LEL. La restauration de machines fonctionnant que sur des machines virtuelles ou bien ou physiques aussi. Ah, Voilà. physique aussi, bon, bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Oui, bien Ouais. sûr. Donc ça, je pense, ça, on peut répondre comme ça. Après, on peut bien récupérer, on peut faire du mounting. Ou la question de UFA, est-il possible de récupérer des fichiers de backup tels que Vim ou Synology? Après, il faudra préciser peut-être un petit peu, mais voilà, UFA, si peut-être.
tu peux reformuler dans le chat ou cette question. Est-il Ah, possible de récupérer des fichiers de backup tels que Vim? Ah, ou tu comprends peut-être comme euh, ça, Moustapha? je pense qu'ils parlent donc des fichiers donc de backup qu'ils ont stockés sur Vim ou bien donc sur Synology et les utiliser sur Ninja. Ah, Pour hmm, par exemple migrer de Vim ou autre. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est comme ça que j'ai compris la question. Alors, on est en train de, en fait, c'est sur le plan de trouver une solution pour donc surtout les prospects qui vont migrer donc vers nous d'autres solutions. Donc, on a des solutions qui sont en place, mais qui c'est pas exactement de juste récupérer, c'est le même fichier qui va être lu, parce que c'est pas la même technologie, c'est pas le même donc façon de travailler qu'on a que Vim ou bien les autres fournisseurs on utilise donc. Mais nous avons d'autres solutions pour ça. ouais. Et il y a une question qui a été posée deux fois, en fait, si c'est la possibilité de connecter sa propre cloud privée. Bon, ça, c'est pas possible, là. Bon, tu me corriges, Mustapha, pour l'instant. Ouais. Mais on est en train de travailler avec un partenaire tiers sur une collaboration pour proposer des tarifs un peu plus intéressants ou plus intéressants. Mais voilà, donc Ouais. ça c'est encore en négociation tout ça. Mhm. Ouais. Et oui, bon, Ouais, ça reste que pour le cloud surtout, donc pour le local. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser vos serveurs, mais on est en train de donc chercher une formule qui pourra donc satisfaire tout le monde, surtout ceux qui veulent utiliser leur cloud privé ou une ouais, solution qui est déjà existante. voilà. Ok, ok. Bon, après, bon, je pense dans l'intérêt du temps, on avance avec la documentation et après on pourra encore ajouter, répondre à quelques questions. Très bien. Donc, pour la documentation, nous avons donc plusieurs mises à jour et plusieurs updates donc, de cette fonctionnalité. Je ne sais pas si tout le monde comprenne. Donc, ici, j'ai vu, donc tout à l'heure, on a presque 25% qui utilisent la documentation, ce qui est très intéressant. Oui, Moi, 25. j'essaie toujours, voilà, j'essaie toujours à expliquer la documentation comme, donc, par exemple, c'est un portail à plusieurs rubriques. Donc, et nous allons les voir tous ensemble qui commence par exemple par la documentation, en fait, c'est encore un autre nom. La documentation ici, si je l'explique pour un client, je dis, si vous comprenez c'est quoi un champ personnalisé, donc vous pouvez facilement comprendre c'est quoi une documentation. Un champ personnalisé, c'est un champ où on peut mettre euh, donc une valeur ou bien qui va être écrite ou bien lire nativement, donc, pardon, donc automatiquement, ou bien à travers un script, ou bien à travers l'API. Donc, et on peut lire ou bien écrire dans cette valeur. euh, donc, automatiquement, cette valeur peut stocker une variable qui n'est pas nativement monitorée par Ninja, comme par exemple les heures de travail d'un employé. Ça, on ne le monitore pas sur Ninja, mais à travers les champs personnalisés, ça devient une possibilité parce que vous pouvez créer le champ, donc c'est une partie flexible, et à partir hein, donc de quelques automatisations, on peut définir la date donc, de déclenchement d'un compteur et la fin de la journée. Et comme ça, on a dans cette variable la valeur d'heures de travail d'un employé. Donc, cette variable, donc c'est un champ personnalisé. Si on met tous les champs personnalisés sur un seul document, ça devient une documentation. Et là, on a plusieurs champs qu'on peut lire et écrire à partir de ces champs-là, à travers, donc, soit manuellement, on peut faire ça sur le tableau de bord manuellement, ou bien à travers des scripts, des automatisations, des API, etc. Et donc, pour automatiser les choses, on peut lire et écrire. Donc là, par exemple, je peux mettre un document par machine et je veux lire donc ce document-là, je peux écrire dans ce document-là les informations de cette machine. Et j'irai donc à chaque fois, machine par machine, jusqu'à ce que j'aurai mon organisation avec toute la documentation remplie d'informations. À part la documentation, nous avons donc plus
d'autres fonctionnalités, nous avons par exemple les checklists, qui est maintenant en version finalisée, donc est prête. Checklist, c'est pour, par exemple, si on veut onboarder, donc on veut euh, onboarder un nouveau client ou bien un nouvel utilisateur, nous voulons donc définir les étapes pour cet onboarding. Donc, nous allons dire, voilà, première chose à faire, c'est par exemple créer l'adresse email. Deuxième chose, c'est créer le compte technicien. Troisième chose, etc., etc. Et nous allons créer donc une forme de tâche qu'on peut donc définir, qu'on peut assigner, une fois qu'on a créé le template, on peut la réutiliser bien sûr, et on peut l'assigner à un technicien ou bien une organisation, ou bien donc un utilisateur dans le portail Ninja. Et on peut donc définir aussi un temps donc, d'exécution, comme par exemple, ça va durer, ça doit pas dépasser 2 semaines. Et après, donc, nous allons ensuite engager et enchaîner avec les notifications pour la personne responsable, etc. Et après, pour l'utilisateur final, lui, il a, ou bien l'utilisateur, le technicien qui est responsable de cette automatisation, il va donc seulement, tout simplement, voir sur son organisation qu'il a une checklist à remplir. Il va dire, ouais, voilà, ma checklist ici, je dois, donc, c'est bon, j'ai fait cette tâche. Je peux ajouter le délai. Donc, si par exemple, je suis un admin, je peux lui donner donc une date limite. J'assigne donc la personne, parce que là, je suis un admin, mais si j'étais un technicien, une fois que je cause, mon nom va être assigné automatiquement. Et donc, je peux ajouter des éléments assignés, comme par exemple des champs sécurisés. Donc, je peux assigner un technicien, des checklists, d'autres checklists, des appareils, etc. L'une des choses qu'on a aussi rajouté, donc, c'était l'OTP qu'on peut rajouter. Donc, pour sécuriser quelque chose, par exemple, ce checklist, je peux le sécuriser en ajoutant un mot de passe qui va être défini et j'aurai donc un OTP secret pour définir à ce mot de passe-là. Donc, et là, le OTP, c'est le Time-Based One-Time Password. Donc, à chaque fois, ça va se régénérer chaque 30 secondes et j'aurai mon code donc, que je dois faire rentrer pour pouvoir accéder à cette documentation ou bien à ce checklist. Hum, à part ça, dans les checklists, nous avons les bases de connaissances qui est donc un wiki. Donc, on peut partager ça même avec l'utilisateur final en fait. Mais on peut attacher des fichiers PDF, on peut attacher des documents Word, donc des PPT, on peut le partager avec donc des personnes qui sont en dehors de Ninja. On peut mettre le nom, on peut définir la date d'expiration et là ça va générer par exemple un lien que je peux donc par exemple copier, je peux envoyer un invité, il peut l'ouvrir, il peut voir ce document-là directement qui va lire de notre documentation. De même pour les utilisateurs finaux, nous avons maintenant la documentation, le wiki, le base de connaissances pour le portail des utilisateurs finaux. Revenons donc aussi sur la documentation. Tout ça, c'est la partie documentation. Euh, Nous avons aussi enchaîné notre documentation avec les rapports, vu que donc je suis sûr que vous utilisez les rapports de Ninja, mais des fois on a des documents qu'on veut rajouter ou bien attacher à des rapports. Donc pour cela, on peut juste utiliser des rapports sur les runbooks. Ici, si je clique, donc je peux attacher, par exemple, des documents d'une organisation, donc documentation d'une organisation spécifique, et ça va se rajouter dans le rapport. Donc là, par exemple, je vais notifier Alexandre. Et là, donc, la demande sera traitée. Donc, le PDF sera envoyé directement avec le rapport, donc les rapports de cette organisation. Donc, ça va être attaché à cette organisation. Hum, Tout ça a été mis à jour avec les permissions des utilisateurs. Donc, bien sûr, les techniciens, si on parle de techniciens, ils ont maintenant plus d'options de permissions sur la documentation. Et ici, on parle donc surtout les autorisations donc de créer, euh, donc d'avoir des notifications d'affectation, donc d'accéder au code donc OTP et encore plus. Donc ça reste toujours donc une liaison avec la flexibilité et le degré d'importance qu'on donne à- au rôle des techniciens surtout. Donc, bien sûr, tout ça,
On peut rentrer en détail dans des démos techniques, bien sûr, pour expliquer chaque permission. À part ça, donc on peut rentrer aussi dans la création, revenir sur la création des documentations. Et ici, on peut faire des copies, télécharger un modèle. De même pour les checklists, on peut tout simplement créer une autre checklist à partir d'une qui a été créée auparavant. On peut importer donc l'historique donc de notre de, de liens, ou bien donc de l'importation qu'on a eu dans la documentation, l'historique des liens publics. Donc, vous vous rappelez de liens que je viens de générer, donc celui-là, je peux voir donc quand est-ce qu'il a été ouvert, à partir de quelle adresse IP ça a été accédé. Donc, plus d'informations, de visibilité sur qui a ouvert quoi, etc. Les liens partagés aussi, donc on peut voir si on peut partager des liens avec des utilisateurs finaux. On peut aussi modifier les dates d'expiration. Les rôles des utilisateurs finaux, comme j'ai mentionné, on a des utilisateurs finaux qui ont donc le knowledge base, donc la base de connaissances activée, et on peut définir qu'est-ce qu'ils veulent voir, quel accès qu'ils vont avoir sur ce document, etc. Et finalement, donc le TOTP, encore une fois, si on veut le désactiver pour la sécurisation des champs. Je pense que j'ai fait toute la partie donc de la documentation. York, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est très bien, merci Mustapha. Il y a une question intéressante de Lionel. Par rapport à la migration, si on veut passer sur la documentation de Ninja, bon, je pense que c'est pas encore possible, mais peut-être. C'est la dernière question maintenant. Actuellement, on pourrait donc automatiser la récupération des mots de passe enregistrés dans Firefox, par exemple, et les mettre directement dans la documentation de Ninja. Ce type de migration, c'est pas encore possible, hein, ou bien. En fait, il y a juste une limitation lorsqu'on fait l'export donc des mots de passe de Firefox. Peut-être il y en a des permissions nécessaires, mais là, on peut peut-être la dépasser à travers les automatisations, c'est-à-dire si on peut s'authentifier directement sur Firefox, parce que une fois qu'on peut faire l'export à travers des commandes, bien sûr, on peut stocker ces informations sur la documentation. Après tout, c'est ça l'objectif de la documentation, c'est d'avoir des informations qui sont dispersées et de les ramener sur un seul document et Ouais. les réutiliser plus tard. Donc ça, je pense que ça peut être possible. Donc tu dis exporter de Firefox et après de réimporter dans Ninja, Exact. par exemple. Et à Ouais, travers des automatisations. Donc bien sûr, c'est automatisé, c'est pas manuel. Oui. ouais. Ok, bon, mais ça serait par un script PowerShell ou ça serait... Oui, 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 probablement oui. ouais. On a quelque chose dans la communauté, par exemple, tu sais, ou... Je sais pas, et peut-être, je sais pas, pour une bonne raison, parce qu'on vient de mettre à jour la base de nos scripts. On vient de rajouter donc plus que 26 nouveaux scripts et plus que 17 templates donc, sur Ouais, notre dojo. Donc ça devient un peu plus difficile d'avoir toutes les informations sur un même endroit. Mais bien sûr, tout est bien centralisé sur le dojo. ouais. Est-ce que tu penses que c'est aussi en français? Parce que je sais pas, là par Non, défaut j'utilise. je Ouais. pense pas. Mais tu peux partager ce lien Dojo. Il y a eu la question aussi. Tu peux partager les liens pour la vision globale des scripts. Ah oui, bien sûr, hein. Donc Ouais, ici on trouve. sur Ouais, le chat. Ouais, sur le chat ici, s'il te plaît. d'accord. Donc je vais le mettre sur le chat ici. Ouais. Ok, Ouais, bon, le temps passe vite. Bah, tu peux peut-être montrer rapidement le Sistré, te connecter sur une exact. machine et après il y a Euh, deux questions par rapport au Sistré aussi. ouais, donc rapidement pour le filtrage, je pense que si je me connais sur une machine, j'aurai pas beaucoup de temps, mais vu que donc la plupart ils connaissent
le Sistray. Donc, j'ai déjà un Sistray qui est prêt. Ce que je veux vous montrer ici, donc ici, j'ai un Sistray qu'on a créé, donc qu'on a modifié avec les images, les petites icônes, etc., les noms. Et maintenant, on a les automatisations qui se rajoutent. Par exemple, je peux faire un System Performance Check avec juste un clic de bouton sur mon Sistray. Si je clique sur modifier, je peux voir que j'ai la liste des automatisations que je peux rajouter. Donc, plusieurs, ou bien un enchaînement d'automatisation qui peuvent s'exécuter du haut vers le bas. Et là, donc, une fois que je clique sur cet élément de menu, j'aurai donc l'enchaînement qui se déclenche. Donc, ça, c'est ce qui a été rajouté euh, donc, sur le Sistray. Donc, ça ouvre. Plutôt, j'ai eu une question, je pense, j'ai vu qu'est-ce qu'on peut rattacher un fichier sur le Sistray à travers cette fonctionnalité. Maintenant, tout est possible. Parce qu'on peut juste avoir un lien sur un cloud, donc hosté quelque part, ou on peut donc, avec un clic, télécharger tout ce qu'il y en a dans ce dossier-là. Et là, on peut remplacer toujours avec ce qu'on a sur le local. Et comme ça, on a toujours la version qui s'actualise. Avec un clic bouton, utilisateur final, il peut mettre à jour, par exemple, ou bien recevoir des fichiers ou bien des dossiers du cloud directement. C'est pas vraiment attaché ou bien un fichier pièce jointe, mais c'est directement vers le cloud parce que voilà, donc c'est quand même quelque chose qui peut satisfaire. Euh, t'as la deuxième question, York, par rapport au Oui, chiffre? pardon, donc là j'étais un petit peu dans le chat, donc j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, mais Olivier, il avait posé la question par rapport au Sistré, si c'est possible de mettre des pièces jointes. Je veux dire Oui, que l'utilisateur final puisse mettre des pièces jointes, c'est possible? c'est ce que je viens de dire en fait. Ah, J'ai pardon. répondu à cette question. En termes de pièces jointes, si vous mettez cette pièce sur le cloud et vous mettez une automatisation pour directement télécharger, une fois qu'on clique sur cette automatisation, dire télécharger depuis le cloud, bah, ça revient au même. Donc oui, D'accord, ok, ok. Genre c'est un workaround, on peut dire. Mais d'accord, ça c'est marche. ouais. Ouais. Et est-ce que c'est possible de lancer un VPN? L'utilisateur peut-il se connecter sur un serveur via VPN? Bon, il peut utiliser TeamViewer ou Ninja Remote, non? Je pense qu'on peut mettre à Euh, disposition. Je pense ouais, dans le... donc Ouais. Ou qu'est-ce que t'en dis? bon, la meilleure façon, en fait, nous, on essaie de remplacer même le VPN pour l'utilisateur final. Donc, c'est pour ça qu'on a le portail utilisateur final où l'utilisateur il pourra accéder à sa machine via un tunnel de Ninja Remote qui est sécurisé bout à bout. Donc, là, par exemple, je vais accéder sur cette machine. Oh là là, bien sûr que je dois faire une mise à jour. Mais une fois que je clique, ça va m'ouvrir ma machine. Et là, je suis en tant que technicien même. Ça pourra être le cas aussi que si je serais un utilisateur final. Et ça peut remplacer le VPN. Sinon, si on veut utiliser VPN donc, pour autre raison, c'est à travers les automatisations qu'on peut même faire un preset de configuration, de lancement et tout. Et après, juste un clic de bouton, un script qui s'exécute en background en arrière-plan et voilà le résultat. Donc, c'est ce que nous allons voir. Ouais. Mais par exemple, on pourrait mettre un lien vers le portail utilisateur final, et là, une personne peut se connecter sur un serveur via Ninja Remote, par exemple. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Bon, ça serait une façon de faire, à mon avis, Olivier, au lieu d'utiliser le VPN. Parce que notre Ninja Remote et toutes les solutions d'accès à distance, ils passent aussi, donc ils sont bien chiffrés, etc. Donc ça passe via un tunnel chiffré, donc toutes les données sont chiffrées dans l'hébergement, évidemment, mais aussi en passage, tout est chiffré. Donc ça a le même, ou c'est même plus sécurisé qu'un VPN à ce niveau-là. Ok, bon, le temps passe très vite. Donc là, pour ceux, donc on a encore plein de questions dans le Q&A. Si vous avez encore des questions, mettez-les dans le Q&A parce qu'on peut les télécharger facilement après et on peut encore répondre à l'écrit. D'accord? Mais maintenant, je pense, dans l'intérêt du temps, il faudrait qu'on passe au tirage au sort pour trouver un gagnant du bon d'achat Amazon. Voilà. Morgane, Ouais, je vais reprendre la main en effet.
pense qu'on a beaucoup parlé technique, mais il y a Ouais. aussi des gens dans le chat qui n'attendent qu'une seule chose. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi quand vous le verrez. Tac. Restez encore parce que il faut être présent quand même pour gagner les 100 euros. Euh, Est-ce que vous voyez la voilà. roue? Oui, c'est bien. Yes. Allez, on y go. Hop, c'est parti. Le principe est toujours le même. On tire une personne au sort. Si la personne est présente, bah, félicitations à elle. Sinon, on relance la roue. La première personne tirée est Jérôme. Est-ce que Jérôme est présent avec nous aujourd'hui? Un petit message dans dans le Tac. chat, J- Jérôme. Jérôme Deslandes, j'ai Ouais, l'impression qu'il n'est pas là. non. Non, malheureusement pour Jérôme. Hop, on va relancer la roue. Voilà. Hop On là. a Encore Jérôme, hein, décidément. quand Jérôme. Je regarde Et un par Herman un. Jérôme, visiblement, est là. Oui, Ah, bah, joli. félicitations à un Jérôme en cacher un autre. Félicitations Jérôme, vous allez recevoir un email dans les prochains jours, certainement la semaine prochaine, avec votre bon d'achat de 100 euros sur Amazon. Hop, Félicitations. Bon. et je stoppe le partage. Bon, il y a eu des idées dans le chat de faire un webinaire sur la documentation. Donc, on prend ce retour. Et de toute façon, merci à tout le monde d'avoir participé dans les sondages. Ça nous aide vraiment dans l'amélioration du produit, mais aussi dans l'amélioration de nos webinaires, par exemple. Mais bon, je te laisse le mot, la parole, Morgane, pour terminer. Oui, oui, donc bah, merci à vous. En effet, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'engagement à la fois sur les sondages, dans les questions, sur le chat. Comme disait York, on va exporter un peu la liste des questions, on va y répondre par écrit et on pourra vous faire parvenir les réponses sur la partie technique. En attendant, bah, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. C'est vrai que là, on finit à midi. On vous souhaite bon appétit. Et le prochain webinaire en français devrait être d'ici un petit mois. Vous restez abonné à notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est le moyen le plus sûr pour être au courant des prochains webinaires. Et sur ce, bah, merci encore York, merci encore Mustapha. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.